Et ce matin, nous recevons le docteur Henri-Pierre Mallet, épidémiologiste à la direction de la santé. Bonjour. Bonjour. Il va être question donc de vaccination, de la baisse de l'épidémie et des variants. Alors, beaucoup ont été surpris par la révélation de ce chiffre ces derniers jours. 8 variants sur le territoire, 8 variants britanniques. Vous trouvez, vous, au contraire, que c'est normal ? Normal, non. Malheureusement, plus rien n'est normal depuis le début de cette épidémie. Par contre, les événements se succèdent. Cette histoire de variants, vous le savez, c'est depuis le début de l'épidémie. On sait que ce type de virus varie, donc les variants sont très anciens. Simplement, on s'est attaché ces dernières semaines, ces derniers mois, à repérer des variants qui pouvaient avoir des conséquences plus importantes en termes de contagiosité ou de dangerosité. Donc, effectivement, il y avait cette alerte dans le monde sur 3 variants en particulier. Ici, il y a effectivement 8 cas de variants dits britanniques, qui ont été repérés de façon indépendante, si je puis dire. C'est effectivement depuis qu'on a mis en place le dépistage systématique des variants chez les personnes positives qui reviennent de l'étranger, qu'on a pu les détecter. D'accord. Alors, est-ce que ça veut dire que finalement, d'autres variants sont possiblement dans la nature, parce que avant on n'arrivait pas à contrôler, donc on n'était pas équipé pour repérer, détecter des variants. Oui, et puis on avait la circulation des variants à l'étranger était encore faible, elle a monté ces dernières semaines, donc effectivement on n'avait pas recherché d'emblée les variants chez les personnes qui voyageaient. Le variant britannique, c'est largement le plus fréquent en circulation en France, en métropole, puisqu'il s'agit de ça essentiellement à l'origine. Et donc, il est possible, effectivement, que ce variant ait déjà été introduit dans le pays auparavant. On ne le sait pas, ça n'a pas été mis en évidence pour l'instant. Sur les autres types de variants, je ne pense pas, parce qu'ils sont beaucoup plus rares. Le sud-africain. Voilà, ils sont beaucoup plus rares. Le sud-africain et le brésilien, comme on dit, même s'il ne faut pas stigmatiser les pays, a priori, ils sont beaucoup plus rares en France, donc il y a peu de chances qu'ils soient arrivés ici. Cela dit, maintenant qu'on a effectivement les moyens de les détecter, on va avoir une politique plus active, c'est-à-dire que tout cas suspect, importé ou ayant été en contact avec une personne elle-même infectée ou avec une forme un peu particulière, elle sera retestée pour détecter un éventuel variant important. Est-ce qu'il faut concrètement se méfier des variants ? Mais c'est ce que je disais, en fait il y a plein de variants, il y en a la majorité qui ne change pas grand-chose à la question. Il faut s'en méfier, il faut les observer. Si un variant est trop variant, effectivement, il peut ne pas profiter la personne qui l'aurait pourrait ne pas profiter d'une infection antérieure pour être protégée. Ça, c'est un premier problème. Est-ce qu'on est protégé de tous les variants après une infection, une vaccination ? C'est la première chose. Deuxième hypothèse, c'est certains variants qui seraient plus dangereux. Tout cela n'est pas encore très clair, pas très prouvé. Il semblerait que ça soit plus contagieux dans un certain nombre de cas. Plus dangereux, c'est pas certain. Après, joue le contexte ici. Vous savez qu'on a eu une première vague qui a permis d'immuniser pas mal de personnes, d'un environnement favorable. Donc on ne sait pas, on va observer, on espère qu'on n'aura pas d'autres nouvelles flambées, mais c'est ça absolument qu'on doit dépister. Alors les vols internationaux sont au ralenti. Pour voyager, il faut montrer patte blanche avec des motifs impérieux de santé professionnelle ou familiaux. Pour autant, certains passent quand même entre les mailles du filet. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être plus efficace ? Alors, qu'est-ce que vous voulez dire par passe entre les mailles du filet ? Les personnes qui sont arrivées l'ont été donc avant la mise en place des mesures et des quarantaines. Donc ça, ils ne sont pas passés à travers les mailles, c'est simplement qu'ils sont passés avant la mise en place du filet. Actuellement, j'espère qu'il n'y en a pas qui passent à travers. Simplement, la quarantaine absolue avec un isolement strict de 14 jours est toujours difficile à obtenir, c'est humain, c'est normal. Quelles que soient les conditions, les moyens qu'on mette en place, on risque d'avoir des faiblesses. Donc le but ici, d'autant que effectivement des variants sont arrivés, il est possible que ces variants se diffusent lentement, mais un petit peu dans la population, auquel cas on n'est pas forcément dans un objectif, on n'est déjà plus peut-être dans un objectif de bloquer totalement l'apparition, mais de freiner au maximum. Donc encore une fois, ce sont toutes les mesures soit à l'arrivée que le gouvernement met en place, et surtout individuelles, dans la responsabilité de chacun, qui vont permettre de freiner cette circulation. Alors vous l'avez peut-être vu dans la presse aujourd'hui, les centres d'hébergement sont déjà saturés. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait ? Ça va un petit peu dans le même sens, c'est-à-dire que le gouvernement met en place tout ce qu'il peut. Maintenant, les moyens sont pas extensibles. C'est ce qui explique la saturation de ces centres. Donc il va falloir s'adapter. Comme je vous le disais, le fait que les variants circulent peut-être déjà tendent à nous dire qu'on va essayer de freiner et ne pas bloquer forcément. Donc on va peut-être
devoir alléger ces mesures ou en tout cas les adapter pour qu'il y ait une barrière soit mise en place, mais qui va être peut-être moins contraignante. On n'a pas des moyens extensibles sur ces histoires de centres d'hébergement. Alors, il y a les gestes barrières et puis il y a la vaccination. La campagne est toujours, la vaccination est toujours en cours. Est-ce qu'on est sûr d'avoir suffisamment de vaccins pour mener à bien toute cette campagne? La grande question. Je n'en sais rien. À terme, oui, certainement. Les délais, c'est ça qui complique un petit peu plus les choses. Vous le savez, aujourd'hui, on est toujours dans cette fameuse phase 1, où on cible les plus âgés, les plus fragiles. La vaccination est en bonne route, augmente de jour en jour. Pour l'instant, nous avons les vaccins, mais comme vous le savez, on est obligé de prévoir les deuxièmes doses, ce qui fait qu'on doit gérer les stocks, et donc on ne peut pas accélérer à outrance tant qu'on n'a pas les livraisons suivantes. Et ça, malheureusement, vous le savez, on n'a pas les réponses ni au gouvernement, ni à l'État pour l'instant. Je crois que c'est situation mondiale. Donc ces vaccins vont arriver. Maintenant, c'est vrai qu'on n'arrive pas à avoir des calendriers précis, mais je crois que c'est une situation internationale de toute façon. On ne peut pas changer de vaccin en cours de route. Alors, si, on peut éventuellement. De vaccination, non. Le rappel doit être fait avec le même vaccin. Ça, c'est une chose. Par contre, en cours de campagne de vaccination, on peut utiliser plusieurs vaccins. Et c'est sans doute ce que l'on fera. On en avait évoqué, certains vaccins supportent mieux, sont plus adaptés au voyage, aux conditions, nécessitent moins de chaînes de froid. Et donc pour nous, pour les îles, ça sera tout à fait intéressant. Certains vaccins protègent plus selon les tranches d'âge, etc. Donc nous, on peut jouer avec plusieurs types de vaccins. On peut l'évoquer, on peut l'envisager. Dans les îles, comment ça se passe? Sinon, vous avez des retours de la situation épidémiologique? Alors, dans les îles aujourd'hui, on a donc la situation aujourd'hui. Elle est très calme, comme vous savez, ça c'est la bonne nouvelle. Donc soyons-en fiers quelque part, parce que je pense qu'effectivement tout le monde a joué le jeu. Soyons contents, parce que je pense qu'on a une certaine chance dans notre environnement polynésien, à la fois climatique, à la fois vie en plein air, à la fois peut-être génétique. Le fait qu'on ait eu une vague qui finalement a été relativement bien gérée, je félicite personne, mais d'une façon générale, en comparaison avec d'autres pays, même si beaucoup de personnes ont été infectées, la proportion de personnes malades et décédées est relativement faible par rapport à d'autres pays. Donc ça, c'est important de le dire. On est chanceux, si je puis dire, de ce côté-là. Mais par contre, probablement... On en est à 136 décès. C'est ça, 136 décès, mais probablement que on sait déjà que 7% de la population a été infectée de façon sûre, puisque c'est 7% qui ont eu des tests positifs. Après, vous savez, on est en train de faire une étude de séroprévalence qui va aller plus loin, qui va nous dire finalement combien de personnes ont été infectées, et je pense qu'on va avoir des proportions importantes. Donc ça concourt à une protection de groupe, sans parler d'immunité collective garantie. En tout cas, ça a ralenti l'épidémie. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a des chiffres qui sont très bas, qui sont inférieurs à la majorité, à la grande majorité des départements métropolitains par exemple, et y compris d'une partie de l'outre-mer. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. On n'a plus que très peu de cas. Pour répondre à ta question, excuse-moi, la première, par rapport aux îles en particulier, voilà, la majorité des cas restent sur Tahiti, mais vraiment en décroissance très importante. Et sur les îles, il reste quelques cas aux îles sous le vent, Raiatea, Bora Bora, là où ça circulait le plus. Mais la semaine dernière, il y avait 4 cas, 5 cas. Tubuai, on n'a plus eu de cas. On avait cette petite alerte, ça a été bien contrôlé. Mon avis est que sur les îles, les équipes locales on fait un très bon travail et arrive à circonscrire. C'est ça qui est important. Lorsqu'on a des sujets, on a des cas, on fait ce qu'on appelle en anglais le contact tracing, c'est-à-dire repérer l'entourage, les avertir, leur demander de se mettre en isolement, qu'ils se testent au moindre signe. Et si on applique bien cette mesure, ça permet de casser les chaînes de transmission. Aujourd'hui, qu'on a très peu de cas, c'est cette stratégie que l'on s'efforce, nous, au gouvernement, de remettre en place, mais encore une fois, avec l'aide de tout le monde. Et tout le monde est concerné de dire un tel, tu es malade, tu as été en contact, tu t'isoles, tu attends une semaine, etc. Voilà. Est-ce qu'on a pu mesurer l'impact, mais concrètement, dans les îles notamment, du fait d'avoir fermé les lignes internationales? Alors, en termes de quoi? En termes de... en termes de contagion En termes de... Est-ce que les... On l'a vu lors de... Alors, d'abord, l'ouverture en juillet des lignes internationales, le retour des touristes, bien sûr, a provoqué l'épidémie, comme on le sait. Pour autant, elle n'a pas été majeure dans les îles éloignées. On l'a bien vu, les touristes, a priori, il s'agit plutôt d'eux, ont relativement bien respecté les mesures barrières. On n'a pas eu de grosses flambées, de gros clusters dans les îles. Donc ça, c'est un premier élément. La fermeture aujourd'hui, de la même façon, limite le nombre d'arrivées dans les îles. Pour autant, elles peuvent toujours arriver. Donc on a eu
un cas sur Rangiroa, comme vous le savez, hein, un des variants a été jusqu'à Rangiroa. Donc voilà, encore une fois, j'en appelle à la responsabilité individuelle. Le principe, le réflexe, quelle que soit l'origine de la personne, touriste ou résident, c'est que quand on arrive, on se met soi-même en situation de quatorzaine, qu'elle soit obligatoire ou pas. Je crois que c'est vraiment ça, il faut une responsabilité individuelle. On n'expose pas les autres, sachant qu'on a un risque supérieur d'être malade. Alors avec plus de 10 000 cas, c'était au mois de novembre, on était en phase d'observation, disiez-vous à l'époque. Aujourd'hui, comment est-ce que vous qualifieriez la phase actuelle ? On est en phase, ce qu'on appelle en phase 2, c'est-à-dire on avait défini des phases de croissance et de décroissance. Donc là, on est en décroissance. L'incidence au niveau de la Polynésie, là, sur cette semaine, dans le bulletin qui va être publié aujourd'hui, on est passé à 27 pour 100 000. Donc en dessous de ce fameux seuil des 50 pour 100 000. Donc très clairement, on est dans une phase décroissante forte et tous les indicateurs sont au vert et dans tous les archipels. De la même façon, les hospitalisations ont très franchement diminué et il n'y a pas eu de décès la semaine dernière. On a eu un décès malheureusement en début de semaine, mais chez une personne qui était par ailleurs, qui avait une grosse pathologie. Le décès n'est sans doute pas lié au Covid lui-même, de toute façon. Vous pouvez nous rappeler que, en fait, le taux de vaccination qu'il faudrait atteindre donc pour se dire que c'est bon, on est pratiquement sorti d'affaire. Ouais, alors c'est une question très complexe. En fait, on cherche donc à immuniser suffisamment. Il y a deux objectifs dans la vaccination. Le premier objectif, c'est la protection des personnes les plus fragiles. C'est ce qu'on fait actuellement. C'est-à-dire qu'on vaccine les plus de 75 ans, les personnes qui ont des grosses maladies, celles qui ont été hospitalisées, celles qui sont décédées surtout. Donc ça, c'est la priorité. Déjà, ça, c'est le premier objectif. Le deuxième objectif, effectivement, c'est de donner une immunité à la majorité de la population. Mais on ne sait pas encore exactement comment le vaccin. Si le vaccin empêche complètement la transmission, autant il empêche d'être malade, autant il pourrait permettre malgré tout que le virus sans donner de signe puisse passer par une personne vaccinée. Donc pour l'instant, on est un petit peu en stand-by là-dessus. L'immunité naturelle, comme on dit, est plutôt, elle, un meilleur facteur de protection. Et moi, je compte plutôt sur cette immunité naturelle. Encore une fois, notre étude va le montrer. Selon les contextes, il faut que au moins, je dirais que la moitié de la population, voilà, pour résumer, soit protégée d'une manière ou d'une autre. On a parlé de 70% d'immunité collective dans certains pays, mais ça dépend de la transmission naturelle du virus dans le pays. Ici, probablement que la transmission naturelle est plus faible que dans d'autres contextes. Et c'est normal, encore une fois, soleil, plein air, etc. Une dernière chose, en regardant de très près la courbe, la tendance, vous pensez que raisonnablement, on devrait sortir d'affaire d'ici quel délai ? Alors ça, c'est très difficile à dire. On a une courbe très basse qui rase le plancher. Maintenant, l'élimination complète, c'est très compliqué. À moins d'avoir effectivement une fermeture stricte, totale des frontières, il est tout à fait possible qu'un cas revienne régulièrement, même avec toutes les mesures, et donc entretienne une petite circulation de base. Donc il faut considérer qu'on risque d'avoir, et j'espère que ça ne remontera pas pour l'instant en tout cas, c'est pas certain du tout qu'on ait de deuxième vague, mais une circulation de base. Donc le virus circule toujours, donc les mesures qu'on annonce toujours sont toujours valables. Barrière. Et je crois qu'il faut vraiment les adopter avec philosophie. Il ne faut pas que ça soit non plus une contrainte définitive, mais individuellement, on ait ce sens des responsabilités en permanence. Merci beaucoup, docteur Henri-Pierre Mallet, d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Je rappelle que vous êtes épidémiologiste à la direction de la santé. On aura surtout donc relevé une très très forte décroissante concernant l'épidémie. Merci encore. Merci.